Vous avez été nombreux à me demander cette vidéo. Alors, comme promis, voici Stardust Ciné sur Life. Et ouais, c'est moi qui choisis encore, hein. C'est ma chaîne. Hein. Alors ce Stardust Ciné sur Life sera un peu spécial, puisque dès le premier visionnage du film, j'ai commencé à ressentir des vieux sentiments que j'avais pas ressentis depuis à peu près un an. Des sentiments un peu spéciaux que j'imaginais pas revoir, en fait, ressentir encore. Souvenez-vous. Les procédures de lancement, le fait qu'un seul cosmonaute soit à bord de la station, le son omniprésent, les problèmes de gravité, de trajectoire de l'astéroïde, de comportement du feu, les procédures de docking, que les personnages soient à Houston et à Cap Canaveral presque en même temps, et presque tout le reste du film en fait. Alors Life va-t-il faire l'impossible et détrôner Armageddon du titre de pire film spatial jamais fait ? Alors déjà, la première chose qui m'a interpellé, c'est le titre français. Life, origine inconnue, alors que si on regarde plus bas et qu'on lit le synopsis, bim, on nous dit que c'est à propos d'une vie extraterrestre sur Mars. Donc déjà, ils se sont plantés dans le titre français, et le titre original, c'est Life, tout court, donc c'est vraiment une erreur de la VF. D'ailleurs, le film sur ce Stardust Ciné sera en québécois, mais c'est pas grave de toute façon, parce que c'est pas de VO, de VF ou de VFQ qu'on va discuter, mais plus du film en lui-même. Alors veuillez juste prendre un papier, un crayon, et vous allez noter ceci. Comme ça, à chacune de mes remarques, vous pourrez regarder ça et voir un peu les choses différemment. Pour des raisons particulières, Jake Gyllenhaal sera nommé Jared, Ryan Reynolds sera Deadpool, Arion Bakare sera Série Z, Hiroyuki Sanada sera Sankukai, Olga Diovishnaya sera Major Tom et Rebecca Ferguson sera Mission Impossible. Bon alors là, ça commence dur avec un besoin affreux de meubler, hein. Ils nous mettent 47 secondes interminables composées d'une musique à 2 notes. En gros ça fait Ré, Do dièse. Avec un magnifique ciel étoilé qui bouge pas. Ça explique un peu mieux le budget de 58 millions de dollars. Alors non, avec des sons pareils dans l'espace, c'est pas du tout réaliste, hein. Le son se propage pas dans le vide, même si la caméra est très près de la sonde, hein. Ça nous rappelle une certaine scène. Ok, donc le film commence avec cette scène d'impact, on sait pas ce que c'est que cette sonde, ce qu'elle a traversé, pourquoi la NASA, ou peu importe qui l'a construite, a pensé pour son retour qu'il était judicieux de lui faire traverser un champ de mine spatial, mais elle se fait bombarder quand même d'impact. On voit le niveau d'expertise des agences spatiales dans le film, hein. Oh, l'ISS. Ah bah là je suis perdu, hein. C'est quoi ce truc là, c'est la TV ? Mais la TV il n'existe plus depuis des années, alors comment il peut être là dans le futur ? Bon, admettons. Ok, donc ça ressemble à Destiny, pourquoi pas. Je me demande quand même ce qu'il y a au fond, hein, parce que logiquement c'est soit Unity, soit Harmony. Ici le docteur Miranda North, officier de quarantaine à bord de la Station Spatiale Internationale. Donc là, nous avons clairement Mission Impossible qui nous dit « Oui, c'est bien l'ISS ici ». Donc déjà, on prend le principe d'une station qui existe réellement, l'ISS. Donc maintenant, il faut savoir quand, si c'est dans le futur, dans le présent ou dans le passé. Mais la capsule Pilgrim est endommagée. Un tapis de course dans le module Destiny. Non, il n'y en a pas. Ouais, mais c'est dans le futur. Qu'est-ce qui te dit qu'ils ont pas changé des trucs? Ouais, bon, admettons. Rory Adams fera une sortie pour établir un contact visuel avec la capsule en approche et il la récupérera avec un bras télécommandé. Alors récupérer une capsule avec le Canadarm, c'est très réaliste, c'est-à-dire qu'on le fait dans l'ISS tout le temps. Par contre, envoyer Deadpool faire une reconnaissance visuelle et donc prendre le risque qu'ils se la prennent en pleine tête, je comprends pas trop. À part s'ils ont oublié d'allumer leur radar, je suppose qu'ils ont quand même un radar. Jamais il n'y a de sortie spatiale d'un astronaute pour capturer un cargo que l'ISS capture aujourd'hui. Il n'y en a pas besoin, c'est dangereux, c'est inutile. Et puis c'est quoi ce tube là? Jamais vu sur l'ISS, hein. Ok, donc là il traverse une station gigantesque, tous les modules se ressemblent, l'ISS est silencieuse et à part celui du début, aucun module que l'on voit n'existe ou n'a jamais existé. Ok, admettons que c'était plus facile de changer absolument tout dans l'ISS plutôt que de foutre l'ISS à la poubelle et d'en choper une nouvelle, de faire une nouvelle station spatiale. Admettons. Je me demande quand même comment Deadpool il va pouvoir manipuler ce petit bouton avec ses gros gants, hein.
Alors là, on a les 6 lits de l'équipage, hein, ils sont 6 dans l'équipage, dans ce que j'imagine être le module Harmony. Et bah figurez-vous que si on regarde le module Harmony, avec un intérieur carré, surprise, on a une paroi de plus. Donc dans Harmony, on a 4 lits qui prennent rien de gâche, et là on a 6 lits qui remplissent le module entier. Avec le système d'Harmony, on aurait pu en mettre au moins 12. Excuse-moi. Comment on dit respire en japonais? Alors là, le seul moyen de faire un tel mouvement, c'est suspendu par des câbles. 0435 UTC. Après avoir frappé des débris, Pilgrim ne répond plus. Vu la taille de la salle, il a fallu au moins une navette comme ça pour la lancer. Hein. Bah ouais, quitte à faire un module de surveillance et de contrôle, autant bien mettre de l'espace vide au centre et grossir la pièce pour qu'elle ait juste l'air importante. Hein. Non, sérieux, ça sert à rien une taille comme ça. Et le comité alors? On voit bien sur cet écran la trajectoire de la sonde. Pourquoi alors envoyer un mec dehors pour établir le contact visuel? Où est Rory? Il est en danger dehors. Sans blague. Donc là, on a une coupole version gigantesque, ou alors c'est une poupée d'astronaute qui flotte, et donc cette poupée est à la charge d'avoir un contact visuel avec un astronaute qui a un contact visuel sur une sonde dont on a le contact radar. Ah ouais, hein, ce qu'on sait jamais. Et voici la fameuse transition entre deux plans pour faire croire à un vrai plan séquence, sauf qu'en fait on utilise une partie contemplative CGI de la Terre pour faire croire que le plan séquence continue, comme dans Gravity. Ouvrez cet échantillon. Direct à ton labo. Le bras bouge vachement vite, hein. Le pilote il est vachement fort pour manipuler tous ses axes simultanément et à la vitesse d'un bras humain. Hein. Et le radar nous informe une nouvelle fois de sa présence, cette fois avec une alarme. Comme quoi c'est utile de faire sortir un astronaute. Intéressant, un astronaute qui flotte tranquillement et corrige sa trajectoire, pas attaché du tout à l'ISS en cas de collision, sans Cypher ni MMU, donc sans système de pilotage de sa combinaison. Je me demande comment il fait là, hein, pour piloter. Ouais, mais c'est le futur, ça se trouve, on pourra piloter avec le sac à dos. Ouais, bon, admettons. Rory, Donc là, normalement, voilà ce qui devrait arriver. Rory, Selon mon hypothèse, la capsule elle a pas résisté, elle s'est disloquée dans la main du bras robotique, le bras robotique s'est enfoncé dans le module qui le tient, ce qui l'a dépressurisé, tué les astronautes, changé l'orbite de l'ISS et fin du film. Bon, bah regardons ce qui se passe, hein. Rory, Rory. 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 Il l'a eu. Ok, admettons. Encore une fois. Les échantillons de Mars sont sains et saufs. Sain et sauf, comment tu le sais? La capsule elle vient de se prendre un coup violent par un bras robotique bien dur et t'y as pas encore accès à cette capsule. Alors ta capsule là, elle est en miettes ou au moins dépressurisée et tes échantillons ils sont foutus. 6h40 UTC. Donc là, il examine des échantillons très rares et ils ont risqué leur vie pour les avoir. Concrètement, vu l'importance des échantillons, il faut pas risquer de les contaminer et les examiner dans une salle parfaitement propre. Et croyez-moi, faire une salle blanche parfaite sur Terre, c'est déjà compliqué, mais dans l'ISS... Mais c'est dans le futur, mec, ça a pu évoluer. Encore une fois, admettons. Donc tourner 3 boutons vous permet de passer d'une atmosphère terrestre à martienne. Bien sûr, on ne pense pas que ce changement soudain peut entraîner des lésions à une cellule. Hein. Ça a marché. Tu l'as réveillé. Eh ben, quelle chance! Ça me rappelle un autre carton-titre. Notre première question. On entend le bouton raccrochage de Skype pour démarrer une conversation. La station internationale est la maison la plus coûteuse jamais bâtie. Oh, encore plus depuis que vous avez tout refait à l'intérieur et rajouté des espaces vides. Hein. Plus de 200 milliards de dollars et ça augmente. Parce que nous l'agrandissons constamment. Ouais, juste avec plus d'espace inutile. En 30 ans, il y a plus d'une centaine de personnes qui ont vécu ici. Ok, elle a dit 30 ans. Donc la Station Spatiale Internationale, premier équipage en 2001. Donc ça fait 30 ans. Donc là, le film se passe en 2031. On est d'accord. Grâce à la générosité de la Russie, des États-Unis et de la Chine, nous sommes dans le nœud Tranquility. Alors, donc selon elle, la Station Spatiale Internationale, c'est les États-Unis, la Russie et la Chine.
Ouais, mais dans le futur, peut-être que les Chinois participent. Ouais, alors dans ce cas-là, pourquoi ne pas mentionner par exemple l'Europe, puisque Tranquility a été fait en partie par l'Europe? Pourquoi pas mentionner les Japonais, puisque le laboratoire Kibo japonais? Ou encore le bras canadien, ou Canadarm, qui est, à votre avis, de quel pays? Nous sommes dans le nœud Tranquility. Le docteur Jordan va bien... Alors non, pas de vélo dans le vrai nœud Tranquility, il ressemble pas du tout à ça, et surtout le module à côté ne ressemble à rien de connu. En plus de ça, le module Tranquility, il a été construit par les Européens. Parce que sa maman s'ennuie de son petit. Voici l'une de nos plus récentes membres d'équipage, Miranda Knopf, Centre pour le contrôle des maladies. Elle est médecin, elle aussi. Ah, un tapis de course. Ça, c'est réaliste, dans Tranquility. Ah bah non, on court pas comme ça sur un tapis, ou alors elle l'a réglé sur la gravité martienne, j'en sais rien. D'ailleurs, ce tapis, il est ailleurs dans le nœud Tranquility, il est pas à cet endroit-là. Et le nœud, normalement, est 2 fois plus petit. Et pour un nœud, je trouve que ça manque de sas qui se croisent. Donc c'est pas un nœud, en fait. Qui gagne? Jared repose le haut de son corps fatigué sur le vélo, comme si, comme sur Terre, en fait, hein, quand on a une gravité, quoi. Comment vous faites pour aller à la toilette? Ah, enfin une question qui intéresse tout le monde et que personne n'a jamais posée. Donc dans 15 ans, on utilisera le même système pour les toilettes. Faut croire que tout le budget ISS est passé dans une rénovation à la Damido des modules et pas dans l'amélioration réelle des trucs. Nous le faisons comme vous le faites sur Terre, mais différemment. Tu aimes les petits pois? En effet, c'est différent, hein. Dans l'espace, on kiffe manger des petits pois crus, comme ça, et les croquer direct, et puis surjouer notre bonheur d'avoir des petits pois dans notre bouche, quoi. C'est vraiment une exaltation, un orgasme de manger des petits pois comme ça, crus. Oh là là, incroyable! De toute façon, Yo évite la douche chez les Britanniques. Oh, un Britannique. Bon, on s'en fout de lui, hein. C'est juste les Américains, les Russes et les Chinois qui ont bâti cette station, hein. T'as remarqué si tu... Encore une Britannique? Ah, ça fait beaucoup d'Européens hein, pour une ISS qui n'a pas été construite du tout par les Européens. Hein. Quand j'étais dans l'armée, on allait en Syrie. Tu vois? On mettait sur pied un hôpital. On soignait tous les blessés et ensuite, une semaine plus tard ou 2, on revenait et on retrouvait le village qui avait été complètement bombardé. Donc là, clairement, on a un Américain atteint d'un très clair syndrome post-traumatique, et la meilleure idée qu'ils ont, c'est de le mettre sur un record de durée de vie dans une boîte de conserve en orbite. Comment il a passé les tests psychologiques? Ici, il y a ce bruit sourd que j'adore. Et aussi l'air. Ah, il kiffe l'air de la Station Spatiale Internationale. Alors ça, c'est bien, hein, parce que plus d'une centaine de personnes sont passées avant lui. Ça fait 30 ans qu'il y a des odeurs corporelles qui flottent dans la station sans pouvoir ouvrir la fenêtre, bien entendu, puisqu'il n'y a pas d'air dehors. Et lui, tranquille, il kiffe. Donc concrètement, ça veut dire que ce gars a un syndrome du stress post-traumatique et il kiffe les odeurs corporelles. On est déjà parti sur un bon bail, là. Manifestement, non. Sympa, ce livre qui flotte pas mais qui repose clairement sur la main avec ce qui semblerait être une gravité terrestre qui plie vers le bas. La protection des coupe-feux, oui, c'est mon boulot, mais je peux pas le faire toute seule. Kibo n'a pas été construit ni conçu en tant que coupe-feu et la station non plus. Attends, t'as dit quoi, là? Kibo? Kibo... Kibo? Kibo... Kibo. Kibo... Ok, comparons Kibo à Kibo. Fuite dans le joint. Sympa ce chiffon qui flotte pas. Sympa ce t-shirt qui flotte pas. Sympa ce short qui flotte pas. Et relâche. Il te retient avec quelle force? Une poignée de main ferme. Quelle superbe idée d'ouvrir le sas et de risquer de contaminer la station. Allons-y, hein, au point où ils en sont. Hein. Et ce qui devait arriver... arriva. Cette main, pas encore. Donc là, avec la propulsion, il devrait logiquement partir dans le sens inverse de la poussée à chaque fois. Donc en gros, ça devrait le propulser vers le mur derrière lui, quoi. Ce mec défie la physique. Et ce qui devait arriver...
Arriva. Bon, maintenant ils évacuent ou ils attendent quoi? Alors là, ça fait 2 minutes que ce machin n'a plus de carburant, et voilà que son propulseur, bah, il en a encore en fait. Et bien que ça produise une poussée, bah, le propulseur il flottait jusque-là sans problème. Il n'avait pas de résultat de cette poussée, quoi. Non, ça pousse, c'est tout, ça avance pas. Hein. Du moment qu'on est en apesanteur, même s'il y a une poussée, on bouge pas, on flotte. Hein. Il s'est passé près d'1 minute entre le déclenchement de l'alarme et la constatation qu'il faudrait peut-être agir. D'ailleurs, ils ont même pas communiqué une seule fois avec le sol depuis le début de l'incident. Ça doit s'affoler à Houston. Il est sorti. Bon, là maintenant, on pousse l'ISS pour qu'elle quitte l'orbite de la Terre et on évacue, on est d'accord? Ah bah non, hein, prenons le temps de prendre soin de notre Deadpool. Il y a un machin tueur qui se balade dans la station, mais ça c'est le plus important. Hein. Tu envoies un appel de... Contrôle. Contrôle ici la station. Station à contrôle. Il est temps de contacter le contrôle. Là. Ils ont vu Série Z presque mourir sur leur moniteur de santé, Deadpool est mort, un feu, une dépressurisation partielle et la déconnexion d'un propulseur dans le module. Ils doivent vraiment être en PLS à Houston. Hein. Nous ne pouvons pas y accéder de l'intérieur, mais nous devons rétablir le contact avec la Terre. Alors je dois faire une sortie. Donc là, la bestiole, elle est dehors, elle a coupé leur communication. Leur communication, elles leur ont pas servi depuis le début du film. Ils s'en foutent complètement de parler avec Houston. Et là, tout de suite, c'est super important. Il faut réparer les communications, donc il faut aller absolument dehors. Là où il y a la bestiole. Vous devinez ce qui va se passer. C'est ma responsabilité. Ça va bien se passer. Ouais. Comment tu dis déjà? Donc là, Major Tom, elle est dans une combinaison ressemblant plus aux combinaisons Apollo que les EMU actuelles. Elle porte un patch de la NASA qui ressemble pas du tout à un logo, dans une ISS qui n'est pas l'ISS. Il ne ferait pas exprès par hasard? Voici donc un petit rappel légal. Le logo NASA, l'insigne bleu surnommé boulet de viande, l'ancien logo surnommé le vert du tel rouge et le sceau de la NASA ne peuvent être utilisés pour quelconque raison sans une autorisation explicite de la NASA. Ces images ne peuvent être utilisées par des personnes qui ne sont pas employées par la NASA ou sur des produits, publications ou pages web qui ne sont pas sponsorisées par la NASA. Seul sur Mars, Space Cowboys ou Armageddon, ils l'ont eu visiblement. Pas forcément par rapport au caractère réaliste, hein, comme vous avez pu le voir, hein, on a quand même affaire à 3 exemples bien différents. Alors que Interstellar et Life, en revanche, ils utilisent un logo inventé. Pour Interstellar, je pense que c'est pour bien marquer qu'on est dans le futur. Par contre, pour Life, on est en droit de se demander. On est dans un futur extrêmement proche, hein, on est dans 15 ans, hein, donc je ne pense pas que la NASA a abandonné le Meatball logo pour ça. Donc soit la NASA elle a refusé que le film utilise le logo, soit les responsables du film se sont dit que ce serait super cool d'enlever le logo classique, de le remplacer par 4 lettres blanches sur un fond bleu en police Not Styles Regular, qui est d'ailleurs la police logo de l'ESA, qu'on a osé fait total dans ce film. On peut s'échapper dans les capsules. Ah bah non, on va sortir de la station, on va tenter de rétablir les coms, et puis il y aura la bébête qui sera dehors, et puis ce qui doit arriver... Il essaie d'entrer. Arrive. Je vais vers le sas, je vais carboniser cette saloperie. Allez, t'as la bébête sur toi, alors viens nous voir, viens nous bouffer. Chaud. Oh, j'ai du liquide dans mon casque. Alors oui, ça peut arriver, c'est même déjà arrivé. Par contre, les gouttes, elles vont coller à la surface, elles vont pas rester en suspension malgré les mouvements. Je veux dire, les gouttes, elles vont se coller sur le visage, elles vont se coller sur la vitre. C'est la tension de surface. On en reparle tout à l'heure. C'est étrange, hein, au début du film, on avait Deadpool avec la même combinaison, mais lui, il avait des propulseurs, vous vous souvenez? Et pourquoi elle roule comme ça? Elle aurait dû rebondir vers l'espace, pas rouler comme ça. À part si bien sûr il y a une gravité au niveau du module, quoi, enfin que le module l'attire, j'en sais rien. Je veux pas laisser rentrer Kelvin dans la station. Goodbye Major Tom, encore une de moins. En tout cas pour une bestiole qui supportait pas les conditions terrestres, qui est revenue à la vie dans une atmosphère martienne, qui a survécu dans un module avec une atmosphère terrestre, et qui erre depuis plusieurs minutes dans le vide spatial, elle se porte vachement bien. Hein. Vous trouvez que ça n'a aucun sens? Ça tombe bien, moi non plus. Retrouvons notre calme. Ah, donc là il va proposer d'évacuer. Les capteurs dans les réacteurs. S'ils grimpe dans la tuyère, la température devrait bouger. Enfin, je crois. Je parie que c'est une mauvaise idée. Il se dirige vers le labo, il va très vite. Hein, quoi? Il se dirige vers quel labo? Destiny, Kibo, l'ISS? Oui, l'ISS c'est un labo. Donc s'il se dirige vers le labo, lequel? Faut être précis un peu, si vous voulez gérer la crise. Parce que là, jusque-là, la crise, vous la gérez, mais pas du tout. Hein. Doc, écoute, avec toutes ces poussées, on s'est placé sur une orbite décroissante. Merde. Nous allons bientôt atteindre l'atmosphère si je ne stabilise pas notre orbite. Je vous l'avais dit.
Quelle incroyable façon de flotter. Waouh, c'est bluffant. Je me rappelle le jour où Challenger a explosé. Ils nous ont fait quitter l'école plus tôt. Je me souviens de ce jour. Ok, donc déjà, Challenger n'a pas explosé, c'est le réservoir qui a explosé, et Challenger s'est disloqué. C'est très différent, extrêmement différent. Allez le dire aux astronautes en question qui étaient à bord, hein. Ça fait une sacrée différence. Alors ensuite, on a Jared dans le film qui dit qu'il était à l'école quand c'est arrivé. En tout cas, qu'il avait l'âge d'être à l'école. Donc si on fait un savant calcul, on est en 2031 dans le film. L'accident de Challenger, 86. On se dit qu'il devait avoir peut-être 10 ans, s'il s'en souvient bien. Ça ferait qu'il aurait quoi? 55 ans? Un truc comme ça. Un peu abusé quand même, non? Non, une larme en apesanteur, ça ne se comporte pas comme ça se comporte comme ça. On appelle ça la tension de surface. Dépressurisation de Zarya. C'était Zarya, ça? Oh, bordel. Et le module qui se dépressurise, là, eh ben, il est à la place de Zvezda, pas Zarya. C'est peut-être trop réfléchissant. Expliquez-moi l'intérêt de s'arrimer de cette façon, en entrant violemment dans une station, sans savoir si y a encore des gens à bord, si quand on va les taper comme ça, on va les tuer, ou si on va carrément détruire la station et son vaisseau avec soi. Ça n'a aucun sens. Il nous pousse vers les confins de l'espace. Ah, parfait, la Terre est sauvée. On lance le générique, c'est bon? Et ce qui doit arriver... arrive. Et il faudra m'expliquer pourquoi on envoie un Soyuz habité pour propulser la station, alors que de nos jours, on envoie un Progress qui n'est pas habité et qui est totalement automatisé pour le faire. Pourquoi ils sont obligés d'envoyer des astronautes? Pour nourrir la bestiole, peut-être? Pour qu'elle puisse enfin envahir la Terre? Peut-être qu'en fait, peut-être le film, il veut qu'on envahisse la Terre, il veut que toute l'humanité disparaisse. On sait pas, hein. C'est un Soyuz, ça? Mais ils ont fumé quoi pour faire ce film? C'est sympa d'avoir nettoyé tout le sang du module. Commandant la capsule de sauvetage Soyuz 1. C'est un Soyuz, ça? Ah oui, en effet, il ressemble comme 2 gouttes d'eau au Soyuz d'avant, ou même au Soyuz réel. Ouais, pas de doute, hein. Ah bah ouais, 3 parachutes. Comme sur un Soyuz. Ça vous rappelle pas un truc? Mec, si tu ouvres cette trappe, c'est que l'humanité est idiote et qu'on mérite tous d'y passer. Bah voilà. Bah merci Daniel, hein. C'était super. Un grand bravo pour cette mention comme quoi les lieux présentés sont fictionnels, hein. En effet, l'ISS, Soyuz, Zarya, Tranquility et Kibo, c'est totalement fictionnel, hein. Ou alors c'est pas intentionnel? Fous-toi de ma gueule. Ce film est similaire à Gravity ou Armageddon dans l'histoire, hein. En gros, des problèmes qui se présentent toutes les 5 minutes, sauf que dans Life, ce sont les astronautes qui les créent. Comme s'ils laissaient la créature gagner, quoi. Aucune procédure, aucun acte réfléchi. Je me demande même si le scénariste a lui-même réfléchi. Ou même celui qui était chargé de simuler la pesanteur. Ou celui qui a choisi le titre français. Ou celui qui a fait la bande-annonce. Ah oui, parce qu'on peut aussi parler de la bande-annonce, hein, qui dès la 2e seconde nous dit que l'histoire se passe sur l'ISS en 2017. Alors que ça y ressemble en rien du tout, et que dans le film, ils sous-entendent qu'on est en 2031. Donc c'est officiel, Life a surpassé Armageddon. Je pensais même pas que ce serait possible, hein. On en est sur un budget de 58 millions de dollars. En 58 millions de dollars, ils ont été capables de faire n'importe quoi, au point que ça ressemble vraiment à un genre de doigt d'honneur qu'ils font à leur public, qui ont la bonté de payer quand même un peu plus de 10 €, il me semble, pour aller voir cette bouse. Ceci est un geste du réalisateur vers vous qui avez payé votre place. C'est pas moi qui vous fais ce signe, hein. C'est le réalisateur. Et pensez à 58 millions d'euros. Pensez ce qu'on peut faire avec 58 millions d'euros.